Je vous propose de passer à la séquence suivante. Et donc, je vais appeler Alain Faure, Laurence Barthes et Xavier Desjardins. Prenez place sur les sièges. Non, je me mets en hauteur, tu sais. Bon, vous avez vu l'intro, la barre est mise très haute. Je m'appelle Alain Faure, je suis un agité du bocal du Conseil de développement de Grenoble-Alpes Métropole et j'ai été réquisitionné, alors consentant et volontaire, pour animer ce premier débat. Moi j'ai tout de suite dit oui parce que l'an passé les conseils de développement de l'Occitanie m'avaient invité, c'était à Sète, tout près de la mer, et on a vécu une journée, une soirée complètement déjantée, avec à la fin des jeux théâtraux où ils imitaient des animaux, enfin un truc rituel absolument invraisemblable. Et je me suis dit, on ne peut pas ne pas aller à Toulouse, et c'est bien une grande rencontre. Alors l'idée, l'esprit de ce débat, bon, c'est complètement dans les discours qui viennent d'être tenus. Hein. C'est le motif de l'enthousiasme et de l'intercommunalité. Pour beaucoup d'entre vous, on a en tête le numéro que nous avait fait Martin Vanier il y a un an aux Rencontres nationales à Paris, où il nous avait fait un espèce de discours de coaching en disant vous êtes extraordinaire sur le terrain, mais racontez-le, creusez l'idée que vous êtes porteur d'un souffle démocratique. Et on a invité, pour ouvrir ces rencontres cette année, 2 chercheurs, enseignants, experts, praticiens. Je ne vais pas vous faire la liste de ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit. Ils cochent toutes les cases, ils sont au top. C'est des intellectuels qui sont aussi sur le terrain, qui font des travaux très sensibles, qui ont un très grand savoir. Mais on leur a dit, vous n'allez pas nous faire une conférence pour nous présenter vos travaux. Vous allez nous accompagner. C'est vraiment l'idée de compagnon de route dans ce qui a été présenté ce matin par Marie-Christine, par Bruno. Cette espèce de voix. Alors, on a mis un mot magique dans le titre de ces rencontres, c'est citoyenneté intercommunale. C'est assez nouveau comme concept. Hein. On connaît citoyenneté, on connaît intercommunale. On aurait pu mettre démocratie intercommunale. Bruno a insisté là-dessus. C'est l'idée que dans le moment sombre, dans le vent mauvais actuel, ce que font les conseils de développement raconte sans doute une voie de sortie, en tous les cas une piste pour retisser des liens. Vous savez, c'était le discours de Martin Vanier, il disait arrêtez de regarder les fractures, regardez les liens qui nous unissent. Donc voilà, c'est le fil rouge des 2 jours. Et je vous propose, dans un timing très serré, un petit dialogue à bâton rompu avec nos 2 invités, où je vais les lancer sur 6 pistes. Je les avais prévenus, il n'y a pas de piège, mais 6 pistes. Et la nouveauté qu'on a introduite à la coordination nationale, c'est de dire cette année, ils sont là au début, ils nous disent quelques éléments en observateur, et puis ils sont là demain matin et ils nous envoient des messages. Ils étaient déjà là hier soir, ils nous ont observés, hein, ils ont remarqué comment au Rowing Club, déjà il y avait des tribus qui se mettaient en place, vous avez choisi vos tables, on voit qu'il y a des rituels qui se mettent en place. Ils continueront à nous observer toute la journée, ils iront dans les ateliers, ils participeront peut-être même, et puis demain matin ils nous enverront des messages avant la fin du colloque, mécanisme original, pour qu'on ait encore un temps à la fin pour débattre sur où on va collectivement ensemble. Alors, Laurence, entrons dans le vif du sujet, Laurence et Xavier. Moi, la première question sur laquelle je vous aimerais vous embarquer, c'est Jean-Luc Moudin qui en a parlé tout de suite, c'est cette espèce de fracture, divorce mis en récit entre les métropoles et le monde rural. Une petite musique qui revient, qui gronde parfois, qui exprime des colères, des incompréhensions. Et moi, j'aimerais savoir, dans vos travaux respectifs, comment vous prenez la question, parce qu'elle est souvent au cœur de votre réflexion. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Comment on peut prendre un peu d'oxygène pour pas être tout de suite dans un cliché facile? On est dans une période où on aime bien les boucs émissaires. Et comment vous voyez ça sur le terrain? Je vais commencer avec vous, Laurence. Merci. Alors, l'introduction qui met rapidement la pression. Je précise que dans les interventions, je serai du côté de la chocolatine. Voilà. C'est bien, au moins, elle le déclare. Je n'ai pas osé le dire parce qu'il y aura un conflit pendant toute la journée. Vous avez vu, pendant les 2 jours, il y aura 2 conflits. Il y a bien sûr chocolatine. Et puis, il y aura un suspense terrible sur ce qui va se passer ce soir. On va essayer de mettre des indices. Mais moi, je ne suis pas au courant. D'accord.
Alors, je précise aussi que effectivement, je suis géographe de formation et j'enseigne dans le domaine de la géographie et de l'aménagement des territoires, et qu'effectivement, mon point d'entrée dans l'observation des territoires a été plutôt de regarder du côté des territoires ruraux qui font l'objet d'un certain nombre de travaux sur la singularité de ces territoires. Mais je dirais que très rapidement, au cours de mes travaux, ce qui m'a rapidement interpellé, c'est effectivement le fait que regarder les territoires par des catégories, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est certainement insuffisant pour rendre compte des enjeux qui se posent aux habitants, aux territoires. Et ce que je voudrais dire aujourd'hui, peut-être là sur ce sujet-là, c'est que les mises en tension aujourd'hui, cette histoire de fracture, c'est quand même un sujet que je trouve plutôt du côté, plutôt médiatique. C'est souvent une tension qui est orchestrée, médiatisé, titillant un petit peu les acteurs, citoyens, élus que nous sommes. Et je dirais qu'en tant qu'universitaire, en tant qu'acteur, actrice de territoire, élus, professionnels, mais aussi journalistes, notre responsabilité pour être à la hauteur des enjeux d'aujourd'hui, c'est de ne surtout pas opposer les territoires et de travailler et de réfléchir, comme nous l'invite Martin Vanier, mais aussi d'autres chercheurs, à travailler, à comprendre ce qui nous relie. Et ces liaisons, ces reliances, on va dire, elles sont visibles, elles s'expriment de différentes manières et qu'il est important aujourd'hui justement de travailler sur ces articulations. Et dans ce qui nous relie, dans ce qui relie les territoires, moi je crois qu'il y a une prise de conscience importante à faire aujourd'hui, c'est que tous les territoires aujourd'hui, et les propos introductifs l'ont montré, tous les territoires aujourd'hui sont sous pression. Tous sont vulnérables. Voilà, du cœur de la métropole toulousaine à Mondouzil, il y a de la vulnérabilité partout. Et tous ces territoires ont à répondre à des défis communs, même si la réponse à ces défis va quelque part appeler des déclinaisons, des rugosités, des singularités. Même si, quand même, il faut le préciser d'entrée de jeu, les moyens peut-être, les missions aussi en termes d'ingénierie, vous qui êtes dans des codev, vous devez sentir que peut-être parfois les moyens en termes d'accompagnement peuvent être différents, même si dans le rural aujourd'hui, on a des territoires où l'appui au codev est mis en avant. Alors peut-être pour terminer sur cette première mise en bouche, sur cette histoire de défis communs et de tensions communes, je reprends des choses qui ont été dites. Dans les défis communs, ou ce qu'on pourrait appeler les tensions communes, elles ont été évoquées. Je pense que la première, c'est la tension, on va dire, climatique. La transition climatique et écologique, elle est partagée. La transition aussi, on peut dire politique, tout le monde a déjà pointé l'enjeu aujourd'hui et l'urgence ou la nécessité de faire autrement, mais on pourrait aussi parler de la transition démographique, le vieillissement de la population, ce qui va arriver dans les territoires dans les 20 ans qui viennent, avec des gradients différents, mais ça va interpeller tous les territoires. Une autre des grandes tensions auxquelles sont confrontés tous les territoires, j'ai envie de la formuler un peu de manière différente et peut-être aussi ambivalente, c'est une société, des citoyens, des habitants, finalement, aux deux saveurs, aux deux attitudes, je dirais, une société ouverte, mais parfois aussi fermée, repliée. Une société solidaire, elle est là, partout, mais aussi une société individualiste. Une société docile, parfois, et on le reproche, mais aussi parfois une société qui peut être radicale. Une société métropolisée, on a beaucoup parlé de ça, mais aussi dispersée, parfois isolée, et isolée en tout lieu, mobile et sédentaire. On peut jouer comme ça sur la variété des caractéristiques finalement de notre société. Et puis un défi commun aussi à tous ces territoires, ça a été évoqué par le président Arboë, mais aussi par Marie-Christine Jaillet, c'est une société aujourd'hui qui s'interroge par rapport au rôle d'un État, fuyant, présent, décentralisateur, jacobin, égalisateur, metteur en concurrence. Là aussi, de vraies tensions qui interpellent par tous les territoires. Et pour terminer peut-être ce premier propos, face à ces tensions, tous les territoires, de la petite commune
faible densité du sud de Lozère voilà, au cœur de la métropole de Nantes ou de la ville de Lorient. J'ai entendu qu'il y avait des gens de Lorient hier soir à ma table, hein, même si on a fait connaissance aussi, discrètement. Les défis communs, alors le premier, c'est effectivement ce devoir de se relier, de donner du sens finalement à nos liens, travailler aussi sur les droits fondamentaux, habiter, se loger, se déplacer, s'alimenter, accéder à la culture, à l'éducation, à la santé. Ce sont des défis que partagent tous les territoires. Et puis, peut-être le dernier défi, c'est, au regard des pressions et des tensions, c'est ce devoir ardent de penser les sujets en transversalité. Et je pense que les codev, à travers leurs différentes actions, sont des lieux où, justement, on sort des silos. Parce que chacun arrive effectivement de sa trajectoire professionnelle, de sa structure, de champ de préoccupation. Et c'est cette capacité aussi à regarder en transversalité à partir de la diversité des trajectoires que chaque individu porte dans ce collectif. Merci beaucoup. Donc ça y est, on part déjà sur l'essentiel. Et c'est déjà des défis, hein, je crois, pour les ateliers, cette idée que finalement les conseils de développement sont sur des questions existentielles. Xavier, alors je te donne le rôle du méchant, hein, plutôt la métropole, comment c'est vécu. Toi, tu travailles plutôt sur les métropoles. Et comment ce dialogue métropole-rural est vu dans tes études et dans tes travaux? Merci. Alors moi, c'est pain au chocolat, voilà. Et puis j'habite dans une grande ville. Voilà. Alors c'est surprenant ce débat public, cette question d'opposition rurale-urbain, parce que pour le géographe que je suis, en fait, il n'y a jamais eu autant d'intensité de liens ville-campagne par les navettes quotidiennes, par le parcours de vie des gens, par les relations commerciales, etc. Je dirais, voilà, en fait, ça fait système. Alors ça fait système parfois avec des inégalités, mais ça fait système. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant en fait d'insister tellement sur ce qui ne se passe pas d'une certaine manière, c'est-à-dire de plus en plus grande interdépendance des territoires. C'est quand même le fait le plus frappant, et même interdépendance partout, même les voies numériques, etc. Deuxième chose qui est frappante aussi, c'est que finalement on ne peut pas dire qu'il y a une trajectoire commune des grandes villes ou des campagnes. Par exemple au 19e, oui, il y avait un énorme mouvement d'exode rural. Aujourd'hui, si vous regardez la démographie, il y a des campagnes qui gagnent des habitants et des campagnes qui en perdent. Si vous regardez les trajectoires socio-économiques, il y a des campagnes dans lesquelles on gagne des emplois et des campagnes où on en perd. Donc effectivement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est plutôt une différenciation des trajectoires qui est assez indifférente aux strates. Voilà, donc ça c'est le géographe. Et ce que l'on voit par contre revenir fortement, et par contre, c'est des régions. Il y a des régions, il y a une région, enfin comment dire, en gros, il y a une France qui va moins bien que l'autre. Voilà, les grandes régions du nord, de l'est de la France, du bassin parisien, où effectivement il y a un ensemble de difficultés qui est ville-campagne. Et il y a une France de l'outre-mer aussi qui a de très très grandes difficultés, puis une France qui va un peu mieux, on va dire la France des littoraux, l'Île-de-France d'une certaine manière. Donc en fait aussi peut-être voir d'autres échelles que celle-là. Et puis, troisièmement, dans mes recherches, j'ai fait une recherche il y a 3 ans avec un collègue, où en Europe, on a regardé les stratégies de développement de territoires très ruraux. Enfin, très ruraux, je le dis autrement, à très faible densité d'habitants. On est dans 3 pays, et je me rappelle d'un village. Orla. On est en Pologne. On a la frontière avec la Biélorussie. Donc la Pologne, l'est de la Pologne, c'est pauvre. Et puis comme il y a la frontière juste à côté, les capacités de développement sont très réduites, parce que même avant la guerre en Ukraine, on avait évidemment, et malheureusement, peur de l'invasion russe. Et donc on développe moins ces régions frontalières de la Biélorussie. Et ce qui est très intéressant, c'est le développement. Moi, j'écris au maire d'un petit village de 250 habitants. Alors maintenant, grâce à Google Translate, j'ai pu le mettre en polonais, mon truc. Et il me répond tout de suite. Alors moi, je suis un peu surpris, parce que quand même, un prof à Sorbonne, à frontière biélorusse. Et tout de suite, il me répond, il me dit, mais moi, dès qu'on vient de loin, je dis oui. Parce qu'il dit, en fait, moi, je veux développer mon territoire. Et son territoire, il dit, c'est l'intensité des liens qui va me permettre ça. Je vous donne un exemple très, très, très concret. Il a une chance, c'est un des rares villages en Pologne où il restait une synagogue du XVIIIe siècle qui était restée debout après le nazisme et le communisme, parce qu'en fait, c'était la grange du kolkhoz. Donc il y avait ce bâtiment. Et puis il se dit, il faut que j'en fasse quelque chose. Si j'en fais quelque chose, c'est un lieu culturel.
Et donc, ça, un lieu culturel, faut que j'aille discuter avec des profs de fac, des artistes, des citoyens qui ont envie de s'impliquer. Et puis après, il y a des gens qui viennent. Donc, il dit, tiens, j'ai développé l'agriculture locale. Donc, je vais aller voir des agronomes, etc. Je vais refaire le cycle. Et puis après, oui, ce serait bien d'aller développer autour de mon petit village, en fait, de remettre de l'habitat traditionnel, parce que j'irais pour accueillir les gens au-delà, en fait, de donner à voir l'architecture traditionnelle de cette région. Donc, il est allé voir des étudiants en architecture à Varsovie, à Berlin, etc. Et donc, en fait, ce qui est extrêmement intéressant, cet exemple très concret dit que la capacité de développement d'un territoire, d'une certaine manière, c'est pas déshabiller Pierre pour déshabiller Paul, c'est pas prendre ce qu'il y a à Varsovie pour le mettre à Orla. Ça n'a pas grand sens, même si évidemment il faut de la solidarité financière, bien évidemment, il faut une solidarité nationale, bien sûr, et européenne. Mais on voit bien qu'en fait, effectivement, la capacité de développement d'un territoire, c'est la plupart du temps, en fait, c'est cette capacité à être d'autant plus local qu'on est dans des liens à toute échelle et les cultiver et mettre en développement. Tous ceux qui font du développement local le sont. Et donc, d'une certaine manière, c'est pour ça que ce débat, il est un peu crispant, je trouve, parce qu'il présuppose qu'en fait, entre les territoires, il ne peut pas y avoir de jeu à somme positive. Mais en fait, c'est ça l'aménagement. C'est ce que disait Marie-Christine Jaillet quand elle parlait des coopérations territoriales. Pardon, je suis trop long, excuse-moi Alain. Fais-moi des signes, parce que on est deux profs, on est horribles, nous. Quand on nous donne la parole, on ne s'arrête plus. Non, on est au cœur du sujet. Vous allez voir, moi je vais enchaîner en mettant du coup deux questions en une. Donc je crois qu'il y a consensus, on voit le diagnostic. Et alors, le défi des 2 jours, c'est comment on combine enthousiasme et intercommunalité. Alors je vais retourner la question différemment et je vais parler d'abord des colères citoyennes. On est dans un moment... on le voit partout, où l'expression du rapport aux politiques passe d'abord par la colère. Et j'aimerais savoir, vous, dans vos travaux, vous sondez le terrain, vous travaillez dans des dispositifs participatifs, vous êtes impliqués, comment vous faites comment vous analysez ce moment singulier où on pourrait dire qu'on est dans un moment très politique, très démocratique, de participation, d'appel en permanence, les conventions citoyennes, la prise de parole, les scènes ouvertes, et en même temps un mécanisme d'expression des opinions par la colère qui pose problème, qui met des tensions. On va le voir sur les municipales. Moi, là, je prends ma casquette de chercheur en sciences politiques. Dans tous les territoires, ça commence très mal, les municipales, parce qu'elles commencent sur énormément de violence symbolique, d'agression, de radicalité. Donc, comment vous voyez cette question des colères dans vos territoires? Parce qu'il me semble que dans les pistes du Conseil de développement où on a 1, 2, 3 coups d'avance sur une nouvelle démocratie inventée, il y a l'idée qu'on ne part pas des colères. Laurence. Alors, je ferai écho aussi à des travaux que je mène en ce moment, en fait, par une entrée qui est un petit peu qui va à l'encontre de ces questions des colères, mais qui nous les fait rencontrer sur les territoires. Depuis quelques années, nous avons choisi de regarder les territoires et d'analyser finalement ce qui fait qualité de vie dans un territoire par la notion de bien vivre territorial. C'est-à-dire d'aller à la rencontre des habitants, mais quand je dis habitants, c'est des acteurs, des associations, des élus, des professionnels du développement territorial local, et de voir en fait qu'est-ce qui compte dans le contexte, on va dire, le cadre de vie et la façon de s'engager, de vivre dans les territoires. Et un autre programme aussi sur lequel nous travaillons aussi en ce moment, c'est sur la question des singularités culturelles dans les petites villes de la région Occitanie. Et en fait, si je croise un petit peu ces programmes de recherche et aussi des travaux que je peux mener avec l'UNADEL, l'Union nationale des acteurs du développement local, c'est effectivement dans les territoires, quand on arrive et que par exemple on fait une revue de presse, on voit apparaître un certain nombre de colères, d'expressions, de revendications, enfin, cette société un peu rebelle, radicale, qui exprime des tensions, des préoccupations, parfois du sentiment d'abandon, de relégation sur un certain nombre de sujets. Mais au fond, quand on dépasse, enfin, on observe ça et qu'on parcourt le territoire de manière, on l'arpente le territoire. Moi, je trouve ce qui surprend, c'est finalement la vitalité démocratique qu'il existe dans les territoires. Celle qui est très visible,
parfois très organisées par le secteur associatif, de l'éducation populaire, celle voilà, qui s'est structurée par tout le processus du développement local engagé dans certains territoires depuis les années 70. On peut le retrouver aussi dans des villes moyennes intermédiaires par voilà, aussi l'éducation populaire, un certain nombre d'actions. Et la capacité finalement de ces collectifs, alors tantôt plutôt informels, mais aussi des réseaux plus structurés, à finalement réinvestir les objets, on va dire, de la vie locale, à travers ce que moi j'appellerais une expertise d'usage, d'une démocratie du faire, c'est-à-dire se préoccuper de mobilité, se préoccuper finalement aussi d'accès à la culture pour des publics parfois éloignés, et se saisissant, on va dire, d'une diversité, on va dire, de sujets qui vont compter pour les habitants. Et peut-être que l'enjeu aujourd'hui dans les territoires, par rapport à ces colères et à cette vitalité démocratique, c'est justement de créer peut-être davantage de liens, d'interconnaissances, de rencontres entre ces formes, on va dire, de démocratie du faire, et ce qu'on pourrait appeler, c'est peut-être un peu maladroit, mais cette démocratie du sens que portent des structures plutôt intermédiaires comme les conseils de développement, qui essaient de travailler justement au croisement de différentes analyses, de différentes manières de poser les problèmes et de les mettre en perspective aussi. Et je trouve que, quelque part, les structures intermédiaires comme les conseils de développement sont un espace, aujourd'hui sans doute peut-être à réinvestir ou à afficher davantage comme ce qu'on pourrait appeler un opérateur de transition dans les territoires, à travers cette capacité à fédérer sur du moment présent, sur l'être au monde et ce qui le préoccupe, mais dans cette capacité aussi à se projeter, à anticiper sur des changements, à construire du sens, à bien formaliser, bien formuler aussi, formuler les problèmes. Voilà, donc je serais assez intéressée de peut-être avoir peut-être des réactions ou à travers les débats qui vont venir sur cette idée que le Conseil de développement est peut-être cet opérateur de transition aujourd'hui et de construction de sens dans les territoires autour des projets de territoire, en particulier intercommunaux. Démocratie du sens. Alors, ça fait écho, je pense, à Grenoble. Nous, on est obsédés, on se dit, il faut qu'on raconte des histoires. C'est une façon de faire du sens. Xavier, les colères. Les colères. Oui, alors effectivement, il y en a beaucoup. Mais trois petites choses. Peut-être que plus inquiétant que la colère, c'est l'apathie. C'est quand on dit rien que c'est grave, à mon avis, que c'est vraiment très grave. En discutant, là, j'avais fait tout un travail avec des aménageurs, des gens qui font de l'aménagement urbain, de la transformation de quartiers, etc. Et ils étaient très inquiets par les conflits, genre, les oppositions, etc. Je leur dis non, réfléchissez aux opérations que vous faites quand les gens ne disent rien. Et ça, c'est vraiment pire. C'est ma première remarque. La deuxième, peut-être diversifier aussi colère, les mots qu'on met. C'est-à-dire que toi, tu travailles beaucoup sur les émotions, Alain Faure. Peut-être étoffer, d'ailleurs, ça a été fait dans les discours introductifs. Il y a la colère, il y a la frustration, il y a l'insatisfaction, etc. Pas toujours trouver un seul mot, parce qu'en fait, le panel des émotions qui est exprimé, souvent, on résume à une émotion des mouvements citoyens qui, en fait, expriment parfois même de l'enthousiasme. C'est-à-dire une manifestation, c'est pas toujours une colère. Les gens qui manifestent pour les politiques climatiques, certes, c'est une colère contre ce qui n'est pas fait, mais c'est aussi des aspirations, des rêves, etc. Donc peut-être étoffer notre manière de décrire les émotions populaires, comme on disait au XVIIIe siècle, pour qualifier les mouvements sociaux. Troisième remarque, c'est un appel à l'optimisme et à l'action. On a fait une recherche en cours, donc là elle n'est pas publiée, sur les injustices territoriales. Et on a fait, via un sondage auprès de 4000 personnes, on a demandé aux gens de dire est-ce que vous vivez des injustices, alors vous personnellement, ou quelqu'un auprès de vous vit une injustice qui vous heurte, vous. Voilà, vous dans votre chair, vous avez connu quelque chose d'injuste. Alors ça peut être quelque chose d'injuste dans la vie familiale, à l'école, au travail, etc., etc. Et il y a 2/3 des gens qui disent oui, voilà, j'ai vécu des injustices, puis après, voilà, je ne vous dis pas tout, mais ils racontent dans différentes sphères de la vie intime ou collective, ils ont vécu des injustices. Et c'est 85% des moins de 35 ans, beaucoup plus que les gens plus âgés. Il y a deux manières de lire ça. Il y a une manière extrêmement positive, c'est de dire qu'en fait,
exprimer comme un problème collectif une souffrance individuelle, pour moi, c'est très bien. C'est un bon signe. C'est-à-dire qu'aussi, c'est des colères parce qu'on ose mettre sur la scène publique des choses qu'avant, on ne jugeait pas relever de cette sphère. Voilà, parce qu'il y avait des sphères, c'est de l'intime, voilà, voilà, et on disait non, la politique, c'est des grandes choses, c'est la défense, c'est les budgets, c'est des choses comme ça. Non, voilà, c'est aussi, donc moi il faut peut-être aussi regarder en disant cette colère exprime peut-être une extension du champ du politique, et de toute façon, voilà, il faut peut-être aussi en prendre soin, et effectivement, il y a des colères qui sont désagréables, mais savoir les regarder différemment. Et puis souvent dans les colères, on dit la colère, c'est pas bien, parce que quand les gens s'expriment, une colère, c'est vrai que c'est pas bien de se mettre en colère. Enfin, quand on est petit, on dit aux enfants, ne te mets pas en colère, etc. C'est vrai que ce qui est désagréable dans une colère, c'est que ça n'exprime rien. C'est comme un caprice, quoi. On va dire comme ça. Et on voudrait que les mouvements sociaux énoncent immédiatement un projet décliné en action, etc. Mais en fait, on sait bien, il n'y a jamais eu de mouvement social qui, en naissant, font un plan en 3 parties. En 1789, par exemple, quand vous regardez les cahiers de doléances, c'est très intéressant. Les cahiers de doléances de 1789, ceux qui étaient faits au niveau des villages, il y en a certains, j'ai revérifié ce matin pour vérifier de ne pas dire de bêtises, dans les villages près de là où j'ai grandi, j'ai regardé. En fait, il y en a certains, en fait, c'est une accumulation de choses qui n'ont pas grand sens. Il y en a qui disent, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe à ma révolution? Ouais, il y a mon voisin, il m'a volé, ouais, il y a un tel, machin, oui, on m'a piqué de mes œufs quand j'étais au marché, etc. Les gens, ça ne fait pas projet collectif. Et après, il y a eu la Révolution, puis on a dit c'est les États généraux, puis c'est l'abolition de la monarchie, etc. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un travail politique. Au début d'une expression citoyenne, il ne faut pas s'attendre à qu'elle soit organisée comme un plan d'étudiants de Sciences Po. Ce n'est pas possible. Voilà, donc je pense que ça c'est vraiment important et c'est un travail en fait de faire ça. Et puis après, dans mes références, alors Wolinski. Wolinski, il y a Rosan Vallon, Wolinski. Il fait un petit dessin que je trouve vraiment extraordinaire. C'est des ouvriers qui sont pas contents. Ils sont là, ils sont pas contents. Alors il y a des délégués syndicales qui vient qui dit pourquoi vous n'êtes pas content? C'est parce que vous êtes mal payé? Oh non, c'est pas ça. On pourrait être plus, mais on sait bien, l'entreprise elle peut pas parce que voilà. Bon, pourquoi vous n'êtes pas content? Parce que les conditions de travail sont pas bonnes. Oh bah si, ça va, si. Bon, le patron il fait ce qu'il peut, la patronne, ils font ce qu'ils peuvent. Ouais. Bah alors pourquoi vous n'êtes pas content? Parce qu'on veut la révolution. Et là il y a le délégué syndical qui dit bah ouais, mais là le patron il va pas être d'accord. Et dans ce dessin, ce qui est vraiment marrant, c'est de dire qu'en fait, de temps en temps dans ces expressions, les gens ils expriment pas la volonté de quelque chose, d'un projet. Ils expriment la volonté d'être ensemble, de manifester ça, qu'ils disent on veut la révolution. C'est-à-dire, nous, ouvriers, on veut manifester notre joie d'être ouvriers. On veut manifester l'envie d'être ensemble. Eh bien, ça, c'est un mouvement qui, effectivement, ne se traduit pas en action, en déroulé d'action, mais en fait, c'est des choses qui sont extrêmement positives, valorisables. Et effectivement, si on le regarde dédaigneusement en disant c'est une colère, c'est des gens qui ne savent pas s'exprimer, etc., ou alors dire ce qui est intéressant d'ailleurs dans le délégué syndical, c'est dit le patron ne peut pas être d'accord, c'est-à-dire qu'on ne sait pas traduire tout de suite dans les figures imposées du débat classique institutionnel et ici la démocratie sociale, donc je le laisse de côté, à mon avis on se prive de ressources citoyennes importantes. Merci. Bon, tu as vu, Bruno, nous, on essaye de lire Rosan Vallon et les universitaires, ils lisent Wolinski. On est toujours pris en défaut. Alors, on va aller sur le dernier terrain, puis on va vous donner la parole, hein, parce qu'il faut aussi que vous les interpelliez sur ce qu'on doit faire pendant ces 2 jours. Moi, le dernier point sur lequel je voulais les embarquer, ça fait le lien immédiat. Alors, on parle beaucoup des émotions fortes des citoyens, des souffrances, des espoirs, et est-ce que les élus et les technos des intercommunalités, je vais être cash, ont un cœur qui bat? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut aussi se poser cette question de façon assez frontale pour dire finalement, notre premier interlocuteur dans les rapports qu'on remet, dans les échanges, dans tout le travail qu'on fait, ça va être l'arène bureaucratique des intercommunalités, avec différents niveaux de bureaucratie en fonction de la taille des intercommunalités, mais quand même, on est avec des gens... Et
Est-ce qu'on n'a pas fait un peu une impasse sur cette question? Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi passer un peu de temps à réfléchir à des acteurs qui sont complètement, si on y réfléchit un peu, sont complètement nos partenaires? Donc comment ce qu'on essaye de faire palpiter dans les conseils de développement pour essayer de refaire du récit positif, comment on les fait entrer dans le bal, quoi. Moi, je dois vous avouer, hein, je suis souvent un peu interloqué de voir qu'assez vite, quand tu es dans le monde militant, même quand on connaît les élus, qu'on connaît les technos qui sont proches, on a deux régimes de vérité. Il y a eux, oui, mais eux, on les connaît, ils sont sympas. Mais en règle générale, les élus et les technos, quand même, ils sont surplombants. Et c'est étonnant, hein, moi je trouve qu'il y a une sorte un peu de, je sais pas, c'est de la schizophrénie, en fait, un truc bizarre où on n'arrive pas à les considérer comme complètement acteurs de ce qu'on fait. Comment vous le voyez dans vos terrains? Parce que quand j'écoutais Jean-Luc Moudin ce matin, j'ai l'impression, si on écoute des élus en première lecture, ils sont complètement en phase avec la dynamique des conseils de développement, complètement. Donc, quel est l'endroit qui coince, Laurence? Il y a plus. Enfin, qu'est-ce qui coince? En fait, en réfléchissant aux questions. Laurence, qui a été élue aussi, parce que j'ai appris hier soir, parce que vous savez que l'essentiel, alors je vous le rappelle quand même, hein, mais l'essentiel de ces 2 journées ne se passe pas en ce moment. Hein, il se passera au moment du repas, dans les balades urbaines, ce soir autour d'un whisky, et donc là, on est dans le protocole. Laurence. On est dans le protocole. Alors, restons dans le protocole. Et en fait, je vais reprendre la mise en contexte qui a été évoquée peut-être au moment de l'introduction. On est dans un moment d'interrogation démocratique. Et dans ce moment d'interrogation démocratique qui est fort, en fait, on est tous re-questionnés, toutes et tous re-questionnés dans nos rôles, fonctions, enfin, tout ce qu'on veut. Donc je pense que l'élu est réinterrogé. Le professionnel est réinterrogé. Alors, nous qui formons des jeunes professionnels, on a vraiment intérêt aussi à bien s'interroger sur à quoi on forme les futurs professionnels. Et le citoyen est réinterrogé, enfin le citoyen, les corps organisés. Et c'est finalement à tous les étages ou au même étage où on coopère qu'il faut se réinterroger. Sauf qu'aujourd'hui, parfois, on a l'impression que certains se réinterrogent un petit peu plus que d'autres. Et surtout, peut-être par rapport à... Alors, je donne pas, j'ai été élu local, je sais aussi, j'étais dans ces univers-là, mais peut-être, en fait, un des problèmes qui vient, c'est finalement le trop de sérieux. C'est très sérieux, en fait, et c'est important que ça soit sérieux, mais ce qui manque, c'est un petit peu de fantaisie, parfois, aux élus, aux professionnels et aux citoyens, pour justement, peut-être, créer de la surprise qui va être stimulante dans la capacité, justement, à se rencontrer, à s'interpeller. Je pense qu'on est c'est peut-être un pas de côté, peut-être que vous n'allez pas être d'accord, mais il me semble aujourd'hui, et quand on fait des entretiens, quand on rencontre des présidents, des élus, ils sont hyper sérieux toujours dans la façon de présenter les choses, et du coup, ça crée aussi une forme de distance. De la même manière, lire un projet de territoire, c'est pas sexy quand même. Enfin, ça va pas être sexy, mais ça n'embarque pas forcément. Donc je pense que dans nos postures, de l'élu, du professionnel, du citoyen et aussi de l'expert universitaire, etc., on a sans doute besoin de réfléchir à des manières de provoquer le récit, de construire le récit, mais à provoquer aussi des manières de se rencontrer et d'échanger qui sortent peut-être un peu des silos que j'évoquais tout à l'heure. Et par rapport à ça, je fais écho aux travaux que mène aussi Stéphane Cordobès à l'agence d'Urba de Clermont-Ferrand. Stéphane Cordobès, très sérieux aussi, dans sa façon dont il a abordé pendant 15 ans la prospective territoriale. Et je pense qu'à un moment donné de sa vie, en étant peut-être parti aussi à Saint-Pierre-et-Miquelon, voir qu'est-ce que donnait la transformation climatique dans un territoire, il me semble qu'il en est revenu par le rapport sensible au territoire, la photo, l'immersion, etc. Par peut-être un regard, alors il ne serait peut-être pas d'accord avec ce que je dis, mais quelqu'un lui répétera et il viendra. Mais il a justement pris la mesure de comment les émotions, le recours à la culture, à l'art, à la création, qui embarque l'élu, qui embarque le professionnel, qui embarque le citoyen presque sur la même scène, ça contribue sans doute à transformer peut-être les manières de faire. Et je terminerai sur un point qui me semble important, et là je reviens peut-être à mon rôle de formatrice.
On a beaucoup formé d'experts sur l'urbanisme, la planification. C'est très important de comprendre le règlement, le cadre, de comprendre aussi ce qu'est la mécanique du projet de territoire, le diagnostic, les enjeux, la prospective pour se projeter. Bon, voilà, tout ça, on sait. Mais il me semble qu'aujourd'hui, et en même temps, c'est quelque chose qui se fabrique par les mises en situation. Je dirais, il y a 3 compétences qui me semblent être à travailler. Et quelque part, pour le professionnel, l'élu et le citoyen, pour moi, c'est la facilitation. Faciliter l'expression, la mise en dialogue, la rencontre, y compris pour ceux qui sont loin parfois, même chez les élus, de l'expression. La deuxième compétence qui me semble importante, c'est la médiation, qui va au-delà, je dirais, de la facilitation. Quand il y a parfois la nécessité de hiérarchiser, faire s'exprimer des intérêts et arriver à du compromis. Et puis peut-être une compétence que moi j'explore en ce moment, mais je ne sais pas trop comment il faut la travailler, mais je pense que les acteurs la travaillent par le terrain, c'est la diplomatie. C'est la diplomatie parce qu'en fait, la diplomatie, c'est pas que les relations extérieures. Même aussi dans l'université, on a besoin de travailler ça de fond. Et quelque part, remettre aussi au centre des valeurs la confiance, l'écoute et la capacité à un moment donné à faire projet commun autour de quelque chose qui nous surplombe mais qui nous embarque, c'est l'intérêt général pour continuer à cohabiter au mieux sur cette planète. Je m'excite un peu, mais... Non, merci. C'est super, là on a un cap, hein. La légèreté, on peut... La légèreté et le sensible dans ces temps de gravité, ces moments sombres, on voit tout de suite dans les conseils de développement que c'est peut-être notre compétence où on est très fort. C'est-à-dire que autant face à un expert, on peut être désarmé, autant sur ce registre, on a beaucoup de choses à dire. Xavier ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Laurence. Et je me dis, pour ceux que nous formons, c'est le bon côté de l'intelligence artificielle qui nous casse bien les pieds de temps en temps, mais ils vont gagner beaucoup de temps d'écriture des projets pour mettre plus de temps de facilitation, de dialogue, de diplomatie. Ça va changer aussi les façons de travailler et donc peut-être ils pourront dégager du temps pour ces fonctions-là. Sur la question de l'élu, une réflexion quand même, c'est de se dire que leur métier n'est pas facile. Enfin, c'est pas un métier, leur fonction n'est pas facile. Je l'ai jamais exercé, hein, donc je plaide pour d'autres. Et elle est quand même, à mon avis, pour des élus locaux, plus difficile aujourd'hui. Il me semble, c'est une réflexion que je vous soumets comme ça. Je vais m'expliquer. Avant, fondamentalement, ce qu'on demandait à l'élu local, c'était de rendre service aux habitants. Voilà. L'école, les crèches, la qualité de vie, le cadre de vie. Aujourd'hui, on appelle ça la montée des préoccupations écologiques, mais on pourrait dire que c'est la préoccupation de l'ailleurs et du futur qui monte. C'est-à-dire dire, tu dois prendre une décision pour que les enfants mangent bien à l'école, mais en plus qu'on transforme l'agriculture ici et ailleurs, et que la responsabilité planétaire, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est plus compliqué, même vis-à-vis du citoyen, parce qu'on est redevable du citoyen. C'est très compliqué comme chose, parce qu'on est responsable auprès des citoyens, mais on est aussi responsable de on a une responsabilité planétaire qui n'est pas sanctionnée directement dans les yeux. Quand on vote pour le service ou pour la responsabilité, pour l'ailleurs et le lointain ou tout ça. Donc ça, c'est quand même compliqué pour les élus. Deuxième chose aussi, c'est que aussi dans des travaux qu'on fait, des enquêtes, etc., ce qui est très étonnant, c'est que sur ces questions, par exemple, d'engagement pour l'ailleurs et le futur, on peut dire que c'est les engagements écologiques. C'est un peu la même chose, c'est une autre façon de dire ça. On voit que ceux qui les refusent, ceux qui, pas les refusent, mais ils rechignent plus qu'ils refusent, c'est très corrélé à la confiance dans les institutions. C'est-à-dire, j'ai pas confiance dans les médiateurs de l'ailleurs et du futur. Ces médiateurs, c'est bien sûr les élus, mais c'est aussi nous, universitaires, c'est aussi vous, par les fonctions que vous avez dans vos activités professionnelles diverses, et évidemment par les conseils de développement. En fait, il y a énormément de figures comme ça finalement de la médiation. Et donc, effectivement,
je me dis qui sont les élus. Voilà, comment on recrée, et ça a été dit tout à l'heure, cette confiance. Et là, cette fois-ci, je cite vraiment Rosan Vallon. Moi, ce que je trouve, vous avez cité Rosan Vallon sur Raconter la vie. Je vais évoquer Rosan Vallon pour un autre livre qu'il a fait un petit peu avant, que j'ai trouvé absolument formidable, qui s'appelle La contre-démocratie. Et dans ce livre sur la contre-démocratie, Rosan Vallon dit la démocratie, c'est bien sûr comment on désigne nos représentants, etc., suffrage universel, voilà. Mais il dit aussi la démocratie, c'est un régime démocratique, c'est un régime dans lequel on éclaire le citoyen sur le processus de décision, on lui donne à voir, on l'éclaire sur les enjeux qui amènent à décider. Et là, dans l'intercommunalité, quand même, ça a été dit tout à l'heure par monsieur Moudinque, les citoyens sont mal éclairés. Ils sont mal éclairés sur comment la décision se fait, parce que souvent, les décisions intercommunales, déjà, elles ne sont pas prises dans les assemblées, qui sont souvent quand même assez ennuyeuses à regarder, le plus souvent, bon, je sais pas, assiégées peut-être, je sais pas, mais en tout cas, bon, voilà. Et c'est pas parce que ça se fait en amont par souvent en fait de la négociation du troc territorial entre communes. Tu as une salle des fêtes en l'échange d'une zone de protection de la biodiversité, tu as ceci, tu as cela, une crèche contre ceci, etc. Et donc en fait après on ne sait pas trop décider. Et donc là, en fait, ce qui manque le plus à l'échelle. Et puis, voilà. Et puis, c'est vrai que les décisions, elles sont souvent cachées. Il y a un livre que j'aime bien, vous le connaissez, enfin, ça a sûrement été cité, de Sage et Guéranger, qui ont fait un livre, L'intercommunalité, la politique confisquée. Et ce qu'ils disent, c'est qu'elle n'est pas confisquée parce que c'est de la politique, mais elle est confisquée au regard des citoyens. Et donc là, c'est vraiment, voilà, là, les conseils de développement, là, ils ont évidemment, parce que ce que vous faites au quotidien, mais un rôle énorme d'explicitation de l'enjeu, de le jouer, de le montrer. D'ailleurs, ce n'est pas forcément que la décision soit différente. Je reprends, en espérant être clair, c'est souvent on dit que quand il y avait des parlements en France où il y avait droite-gauche et puis on savait qui gagnait à la fin, c'est-à-dire avant 2022. De temps en temps, on se disait, ça ne sert pas à grand-chose parce que ces débats au Parlement, on met en opposition, je dirais, des gens pour, des gens contre, et on joue une scène, puis on connaît déjà le résultat final. Parce que souvent, la majorité gagnait, et puis la minorité perdait. Voilà, bon. Ça a un peu changé depuis, mais c'était ça classiquement. Puis les gens disent, ça ne sert à rien. Si, ça sert. Parce qu'en fait, c'est un théâtre de publicisation. Ce qui fait que le citoyen, il dit, je comprends l'enjeu. OK, il y a les pour, les contre, je comprends l'enjeu. Dans la démocratie intercommunale, c'est quand même super dur. Quand il y a un programme local de l'habitat, quand il y a un PCAET, enfin, excusez-moi de dire des mots, mais bon, vous, je crois qu'on peut auprès de vous dire des mots comme ça. C'est ton pain quotidien. Voilà, des plans, climat, air, énergie, territoire, etc. On fait clic-clic, on a le résultat final, on le voit, on peut lire le document. Bon, souvent c'est un peu barbant, mais on peut le lire. Mais où est le document qui explique ce qui a fait les choix, quelles étaient les alternatives, quelles étaient les fenêtres d'opportunité, etc., qui est clair. Et ça c'est quand même un boulot démocratique qui, au niveau local, existe peu. Et c'est vraiment. Et là, les conseils de développement, ils ont un rôle absolument central aussi, de compréhension, et donc on peut faire confiance que dans ce qu'on comprend. Si une décision arrive comme ça, même si elle est bonne, voilà. Et donc, excusez-moi, j'ai été un petit peu long, mais pour dire que effectivement, voilà, le boulot d'élu local, il repose sur la confiance, qui est de plus en plus dur avec cet appel du futur, et un système institutionnel qui est quand même pas très bien fait pour instaurer de la confiance, notamment au niveau intercommunal. Oui, il y a de l'euphémisme quand tu dis que les conseils communautaires sont ennuyeux, ils sont parfois même terrifiants, quoi. On s'ennuie à son souteneur. Et techniquement, légalement, ils sont très compliqués. Alors, moi, je retiens, on est là pour les instrumentaliser, on leur pique les idées. Moi, je retiens diplomatie joyeuse, c'est-à-dire diplomatie, mais d'une autre façon que la diplomatie classique. Je me souviens qu'une fois, on avait eu un débat, est-ce que les membres des conseils de développement sont des ambassadeurs? Il y a quelqu'un qui disait, oula, ambassade, ça veut dire représenter l'autorité et tout. Mais il y a l'idée de diplomatie légère, donc on tient deux fils. On tient le fil de la légèreté, on tient le fil de la diplomatie. Il y a un autre fil à tenir, c'est le temps et Alexandra, et qui m'a donné un petit rap de temps, et je vous propose un petit, des boules de neige de questions, 5-6 si vous voulez, aux auteurs, en ayant une idée. Ils ne vont pas répondre tout de suite, ils répondront à midi, ils répondront plus tard, et ils répondront surtout demain matin, qu'on se fasse un tout petit
temps de débat, on a 10 minutes, temps de débat et échange avec nos coachs. C'est un luxe hein, quand même. On s'offre 2 super coachs juste pour nous. Profitons-en pendant ces 2 journées. Il y a des micros pour se balader. Effectivement, je joue le rôle de maître du temps, donc il nous reste que 10 minutes. Alors vos interventions, vos questions très courtes, s'il vous plaît. Si vous pouvez donner votre nom, votre territoire, quand vous prenez la parole, et vraiment, je serai intraitable sur le temps de parole. Alexandra, intraitable. On a dit de la légèreté, Alexandra. Et de la diplomatie. Alors, merci pour vos interventions. J'ai juste trouvé que... Ah oui, Axel Marteleur du CODEF du Grand Nancy. J'ai juste trouvé qu'on était passé très très vite sur la question des colères et des vulnérabilités. Moi, j'ai quand même l'impression que dans le débat public, on gomme les responsables de ces vulnérabilités. On a l'impression, quand on en parle, qu'elles sont là, qu'elles viennent un peu de nulle part, alors que je pense qu'il y a quand même une conscience de plus en plus importante dans la population, qu'il y a une véritable prédation au niveau des capitaux, au niveau des terres, au niveau même du temps de vie des citoyens. Et c'est quelque chose qu'il faut nommer pour pouvoir justement travailler à ça. Et ces colères émergent beaucoup au niveau démocratique d'un sentiment d'injustice en mode on a ces prédateurs qui sont responsables des dérèglements climatiques, des dérèglements sociaux et ainsi de suite. Mais la note, c'est jamais eux qui la payent, c'est les citoyens. Merci beaucoup. On prend plein de questions, hein, enfin 5-6, et Xavier et Laurence feront leur miel et répondront pas. Oui, bonjour, Arnaud Carpier, CODEF du Cœur d'Hérault, hein, en Occitanie. Oui, alors je partage la première intervention, mais je la prolonge sur la question de... On ne peut pas traiter, me semble-t-il, la question des colères uniquement par la question de l'accompagnement. Alors, c'est pas ce qui a été dit, mais je vais faire très court. Mais aussi sur la question de... Au bout du compte, même si ça se passe bien, la démocratie participative et celle contributive, enfin, et qu'on peut appeler aussi contributive, qu'est-ce qu'il en reste dans les politiques publiques en réalité? Et là, il y a une très grande frustration, en tout cas dans un certain nombre de cas, où on a l'impression que à la fois ces colères, mais aussi les participations des citoyens ne sont pas prises en compte au bon niveau, y compris lorsqu'elles s'expriment très largement. Merci beaucoup. On continue, on enchaîne. J'avais des mains. Alors nous, on voit rien. Oui, bonjour. Donc, je représente une communauté des communes rurales, donc au fin fond du Tarn. Et je voulais intervenir en fait tout simplement pour rappeler que les conseils de développement sont fondés sur le bénévolat. Or, on connaît du point de vue de ce phénomène de bénévolat une inflexion extrêmement importante. En fait, il est extrêmement difficile de faire vivre les CODEF, pour le dire très clairement, dans les environnements ruraux, puisque la participation s'étiole extrêmement rapidement. Mais je voulais revenir sur un aspect qui a été plus ou moins souligné. Merci d'ailleurs à Laurence Barthes qui a beaucoup appuyé sur la notion de lien, de renforcement du lien social au niveau des territoires, que ce soit en métropole ou de l'environnement rural, en le faisant avec le plaisir et la joie, parce que c'est un élément de lien, de travailler sur une réflexion avec la joie. Mais je voulais revenir surtout sur le fait qu'aujourd'hui, le problème de fond au niveau du bénévolat, c'est qu'il y a une partie de la population qui est très absente du bénévolat, notamment dans cette participation citoyenne, c'est la jeunesse, c'est-à-dire c'est les jeunes générations. Or, aujourd'hui, s'il y a un problème de démocratie extrêmement fort, c'est parce qu'on ressent une angoisse latente extrêmement forte. Et dans l'histoire, on sait très très bien que lorsque les sociétés sont dans une angoisse profonde, il y a un malaise démocratique qui intervient et qui est extrêmement dangereux d'ailleurs, entre parenthèses. Voilà. Donc je voulais qu'on revienne sur la notion de jeunesse par rapport à ça. Merci beaucoup. Alors je vois qu'il y a très bien un rééquilibrage de parité qui est en train de s'opérer très distinctement. Allez-y. Alors Cathy Bousquet, Conseil de développement Pays Cœur d'Hérault. Donc moi je voudrais revenir dans le fil des questions précédentes sur la démocratie et sur le problème que moi je qualifie de systémique autour de aujourd'hui l'égalité citoyenne. Donc c'est du Rosan Vallon en acte. C'est-à-dire que
on n'est pas. Enfin, moi, il me semble qu'on n'est pas là forcément, les codev, je parle, pour expliquer la démocratie, mais on est là pour la vivre. Et que la question, c'est qu'on a tout un système démocratique qui a été construit à la Troisième République, donc excusez-moi, ça date un peu, et qu'on n'a jamais modifié nos systèmes de participation. Parce qu'aujourd'hui, y compris les jeunes, tout le monde participe. Mais on est sur des modèles de participation qui sont figés. Et on confisque, dans le système politique, on confisque les modèles de participation. Et moi, je pense que le problème, il est là. C'est qu'en fait, il y a une confiscation du jeu démocratique. Donc, comment est-ce qu'on le transforme? Voilà, pour moi, c'est la vraie question. Et que dans nos débats avec les élus, souvent, on est renvoyé à des phrases ou à des présupposés qu'on serait moins égaux que les élus. Les citoyens, je parle. Voilà. Oui, merci beaucoup. On a ouvert tous dans nos conseils de développement un débat suite au livre Pour en finir avec la démocratie participative de Nicolas Rio et Manon Loisel. Là, on est au cœur du sujet. On en prend encore 2. Vous ne répondrez pas beaucoup, mais demain vous aurez beaucoup plus de temps parce qu'il ne reste plus que 5 minutes. Oui, on part en haut à gauche. Oui, bonjour, Marilyn Mangili-Doucet, conseil de développement de Grenoble-Alpes Métropole. Et j'avais une question pour vous à répondre demain, après votre temps d'observation et d'imprégnation de cette grande famille CODEV. J'aimerais bien que demain, vous puissiez nous donner des pistes sur quelle est la place aujourd'hui des conseils de développement à l'heure d'une montée en compétence des intercommunalités qui amène aussi une technicisation des intercos et l'émergence de tout un écosystème de participation citoyenne. Voilà. Alors vous avez vu qu'on pose que des questions très simples et qui permettent de... Je crains, je suis désolé, de façon autoritaire, par rapport à Alexandra, il y aura d'autres débats, je vais arrêter là parce que je vois 5 mains qui se lèvent, on me fait des pressions. Une dernière question. Alors hop, on prend la dernière, tout en haut. Alexandre Faure, la métropole du Grand Paris. Je voulais rebondir sur ce que tu disais, Xavier, par rapport aux élus à qui on demande aujourd'hui des réponses globales sur des sujets qui sont souvent traités localement. C'est quand même une difficulté. Je pense malgré tout que c'est un élément dont on n'a pas beaucoup abordé aujourd'hui, c'est l'expression de la décentralisation et du fait qu'aujourd'hui, une partie des citoyens voit bien qu'il y a un désengagement de l'État dans une partie des politiques publiques et que par contre, on a envie que localement, les communes, les intercommunalités, les départements, les régions, l'intégralité du bloc des autorités locales répondent à l'ensemble des questions qui se posent à notre société. Donc aussi bien le développement durable que des questions sociales, des questions d'intégration, du vivre ensemble. Les élus sont assaillis d'à peu près toutes ces questions-là au niveau local, alors même qu'ils n'en ont pas les compétences. Et je ne sais pas si ce n'est pas plutôt un point positif, puisqu'on parle beaucoup de décentralisation, même aujourd'hui, peut-être une relance de ce sujet, de se dire que aussi au niveau local, on arrive à traiter de très nombreux sujets. Alors certainement pas la défense évidemment ou les relations internationales, mais en tout cas de pouvoir avoir une réponse dans les territoires à des sujets qui sont quand même qui touchent l'ensemble des éléments de la vie des gens et qui dépassent les territoires. Donc il y a un paradoxe assez fort sur ce sujet. Bon, vous voyez, ça va être compliqué. Vous avez 2 minutes chacun. L'Association des intercommunalités de France dit l'intercommunalité, c'est la matrice de la transition écologique. Et d'une certaine façon, c'est vrai. C'est au niveau intercommunal que se joue l'enjeu central des articulations. Alors, en 2 mots et en ouverture, vous voyez, on vous attend demain quand même. Hein. Vous avez... Xavier. Voilà, vous êtes Ross. Non, mais, vas-y Laurence, il faut le temps, moi tu sais, je suis lent. J'aurais appris. Il y a tellement de thèmes qu'il faut que je choisisse la réponse que je vais donner, parce qu'il y a tellement de questions qui sont toutes bien. Ouais, on peut lancer 3 thèses sur les sujets. Peut-être que je vais commencer par une question qui a été posée sur l'absence de la jeunesse. En fait, bon, je voudrais aussi, si on me posait la question ce matin, la moyenne d'âge de notre assemblée, ça dirait aussi quelque chose. Mais il y a quand même c'est pas si caricatural que ça. Il y a aussi des jeunes dans les CODEV. Enfin, je crois qu'effectivement, c'est une vraie question aussi.
la place de la jeunesse. Alors je sais que dans cette salle, il y a des gens experts qui ont travaillé sur ces sujets, qui l'accompagnent, parce qu'il y a aussi des formations dédiées à ces sujets-là. Enfin, ce que je trouve, c'est un peu... je ne vais pas répondre de manière détaillée, j'apporterai peut-être d'autres compléments. C'est quand on dit... on parle de la jeunesse, souvent on dit il faut faire pour les jeunes. C'est comme on dit, il faut faire de la démocratie participative. Moi, quand j'entends ça de suite, je dis oulala, on n'est pas dans la bonne perspective. Et effectivement, ce qui est intéressant par rapport à la jeunesse, c'est de constater que les jeunesses, des jeunesses sont aussi impliquées. Simplement, peut-être ce sur quoi là, il faut travailler et être attentif, c'est comment en fait on co-construit avec les jeunesses, comment aussi on leur laisse la place aussi dans certaines configurations. Et je pense que là aussi, ça invite à revisiter un certain nombre de postures. Du côté du politique, mais aussi du professionnel et y compris du système éducatif, à considérer les jeunes comme les citoyens, comme les autres aussi, quoi, en fait. Voilà. Il me semble que là, il y a une vraie réflexion, mais sans doute des contributions viendront dans les ateliers. Merci Laurent, c'est très frustrant. On continuera après. Xavier. Oui, je réponds aussi sur les jeunes. Les autres questions, c'est très bien, mais ce sera pour demain, parce qu'il faut une nuit pour bien répondre. Non, sur les jeunes, et c'est un fragment de réponse, aussi dans l'étude qu'on fait actuellement sur les questions d'injustice, on interroge les gens, est-ce qu'ils ont le sentiment d'une capacité d'agir? Donc là, c'est la démocratie en acte qu'évoquait madame. Les gens qui ont un sentiment d'une capacité d'agir, en fait, la proportion est la même, quels que soient les âges. Ce qui diffère, c'est les modes d'action. Et c'est vrai que... Et ça, c'est des choses que vous savez, qu'on sait très bien. Par exemple, les jeunes, ils ont souvent moins confiance dans le vote, ils ont moins confiance dans certaines activités militantes, mais beaucoup plus dans des façons de consommer, dans des façons de travailler, dans des façons de construire des relations amicales. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des voilà, c'est comment on agit. Et peut-être une réponse aussi, un peu tâtonnante, mais que je soumets comme ça, c'est aussi... quand on vient, quand on a 30 ans, 35 ans, jeune, je ne sais pas, ça commence à 15, mais je ne sais pas quand ça finit, 40 peut-être, comment, d'une certaine manière, on envisage aussi la compatibilité, je dirais, du codev, avec comment le rendre joyeux, comment on a envie, etc. C'est-à-dire aussi comment ça rentre dans les modes de vie. Parce qu'il y a aussi des façons de construire qui sont liées aussi à des modes de vie qui avaient 20 ans, mais rien que des questions d'horaire, de modalités de réunion, d'organisation des réunions, de passage de la parole. C'est peut-être un travail aussi, je dirais, peut-être, c'est une façon aussi d'y travailler. Je suis sûr que vous le faites déjà pour beaucoup d'entre vous, mais c'est peut-être une manière, je dirais, de penser finalement leur faible nombre, n'eût pas du lieu d'un égoïsme nouveau qu'auraient les nouvelles générations, mais peut-être d'une évolution des modes de vie des nouvelles générations qui implique de repenser nos modalités habituelles de construction de la vie collective. Merci beaucoup. On a gagné 3 minutes sur le timing. Je propose qu'on les applaudisse chaleureusement. Un grand merci à nos intervenants. Et donc, nous allons poursuivre cette séquence avec Marie-Christine Jaillet, que j'invite à venir sur scène. Donc, vous le savez, il est de tradition dans les rencontres qu'une carte blanche soit donnée au codev organisateur. Alors, nous l'avons saisi, évidemment. Et pour reprendre l'expression de la table ronde, nous allons vous faire une carte blanche surprise, avec un petit pas de côté. Ça fait 1h30 ou pas loin qu'on est assis. Eh bien, on va vous demander de vous lever, de vous balader. Attendez, je vous explique la règle du jeu quand même. De vous balader et dans l'espace de la cabane, donc ce niveau-là, vous l'avez déjà vu, et puis une grande salle qui va s'ouvrir, que vous n'avez pas vue. Un certain nombre d'entre vous ont essayé de regarder derrière la vitre. Elle va s'ouvrir, et dans cette salle, vous allez trouver 3 stands que nous avons organisés. Donc il y a eu des réflexions au sein du codev, de notre codev, pour se dire mais qu'est-ce qu'on a envie de montrer? On a plein de travaux comme tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut montrer? Alors on a fait un choix. On s'est dit mais c'est quoi les missions du codev? Alors on en a retenu 3. La première, c'est expérimenter de nouvelles manières de participer, pas simplement les réunions publiques, etc., mais les hackathons, les marches exploratoires, les comités de ligne quand on est sur la mise en place des réseaux de mobilité active. Donc première fonction, expérimenter. Mais nous avons expérimenté, vous expérimentez aussi dans vos codev. Seconde mission, coopérer.
Il en a beaucoup été question. Et nous coopérons beaucoup comme vous. Alors nous coopérons, nous, entre CODEV, parce qu'il faut porter un certain nombre de questions entre CODEV à une échelle qui est l'échelle interterritoriale. Donc c'est plus que l'échelle intercommunale. Nous coopérons avec les élus, les services, et puis l'ensemble des acteurs de la fabrique territoriale, les associations aussi, les collectifs habitants. Nous coopérons aussi avec les universitaires, avec les chercheurs, avec des étudiants, donc coopération. Et puis troisième mot, ça a été dit aussi, nous sensibilisons, nous sommes animateurs du débat public. Nous avons le souci que les citoyens soient mieux éclairés, plus informés pour effectivement participer au débat démocratique. Donc nous avons organisé 3 stands dans une grande salle où vous attendent des membres du CODEV pour échanger avec vous, vous montrer effectivement ce que nous faisons, mais que vous puissiez aussi montrer ce que vous faites. Et pour ça, vous avez un petit livre, qui n'est pas le petit livre rouge, qui est le petit livre de la carte blanche, alors qui vous sera remis quand vous allez descendre de la salle par Clara et Sylvain, mais vous en trouverez aussi à l'entrée de la grande salle. Alors vous verrez, vous avez demandé du ludique, eh bien nous allons nous amuser. Il y a plein de jeux là-dedans. Il y a un quiz, il y a un jeu de mots fléchés, il y a un jeu des 7 différences à trouver, etc., qui sont en rapport évidemment avec les travaux et avec ce qui est exposé en bas. Donc vous prenez le petit livre, vous avez jusqu'à 11h30, on se retrouve là pour vous balader, prendre un café, un thé, aller vous dégourdir les jambes dehors et puis venir discuter, échanger avec nous sans oublier les tables sur lesquelles sont exposés un certain nombre de nos travaux, et puis l'exposition des illustrations, puisque je vous l'ai dit, nous travaillons depuis longtemps avec une illustratrice et nous avons organisé une exposition d'un certain nombre de ces illustrations. Voilà, donc bonne balade, trouvez les jeux. Il y a plein de petits clins d'œil, mais pour le remplir, il faut néanmoins venir discuter avec nous, et on se retrouve là à 11h30 pour la suite.